Bonjour et bienvenue à ce webinaire en langue française du WDI, Women's Declaration International. Le WDI est l'organisation féministe à l'origine, féministe radicale, à l'origine de la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Vous pouvez lire la déclaration sur notre site qui sera indiqué dans le chat. Nous vous invitons à la signer. Cette déclaration a été créée pour combattre le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre dans la loi, dans les politiques et dans la pratique sociale. Ce remplacement crée de nouvelles discriminations à l'égard des femmes et des filles dans le monde. Notre organisation, WDI, est mondiale. Jusqu'à maintenant, nous sommes représentés dans plus de 140 pays du monde et à ce jour, plus de 20 000 personnes et presque 400 organisations ont signé la déclaration, ce qui montre que le remplacement du sexe par l'identité de genre est répandu, mais aussi que les femmes sont concernées et motivées à le combattre. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes fondés sur le sexe, tels qu'ils ont été énoncés dans la CEDEF, c'est-à-dire la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale de l'ONU. À ce jour, la CEDEF a été ratifiée par 189 des 195 États du monde. Aujourd'hui, nous ferons référence à l'article 2 réaffirmant la maternité comme un statut exclusivement féminin et à l'article 4 réaffirmant le droit des femmes à la liberté d'opinion et d'expression. Nous recevons aujourd'hui Vanina à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Les leurs postmodernes contre la réalité sociale des femmes. Cet ouvrage dénonce la théorie queer et la pratique de la GPA qui veulent réduire les femmes à l'apparence de la féminité ou à un ventre. Et il a pour objet de resituer la lutte féministe dans une perspective anticapitaliste et antipatriarcale. Je précise qu'aujourd'hui, Vanilla doit partir après notre entretien, qu'elle ne pourra pas prendre de questions. Vanilla a écrit 2 autres livres qui sont, elle a publié 2 autres ouvrages sur le féminisme, c'est-à-dire À bas le patriarcat, un regard communiste libertaire, sorti en 2018, et Où va le féminisme, qui est sorti en 2020. Vanina a également participé à l'ouvrage collectif Libération des femmes et projets libertaires, édité par l'OCL en 1998. Alors, bonjour Vanina, merci d'être des nôtres. Oui, bonsoir. Bonsoir. Pour nous, ici au Québec, c'est bonjour. Pour vous, en France, c'est Oui. bonsoir. Alors, tu es membre de l'Organisation communiste libertaire. Peux-tu nous dire 2 mots sur les positions et les objectifs de cette organisation? Oui. Alors, l'OCL, Organisation communiste libertaire, est sur des positions à la fois anticapitalistes et antipatriarcales. Elle défend l'idée qu'il faut mener de pair la lutte contre l'exploitation économique et la lutte contre la domination masculine. Nous participons dans la mesure de nos forces et de nos moyens aux mobilisations sociales, que ce soit des mouvements contre la réforme des retraites ou contre l'aménagement capitaliste du territoire. Et nous cherchons à favoriser la construction d'une société qui fonctionnerait de façon horizontale, sans classe ni État, sans oppression. C'est un vaste programme. Ce que je peux dire de nos références historiques sont par exemple la Commune de Paris en 1871, les soviets dans la Russie de 1917, ou les collectivisations dans l'Espagne de 1936, les conseils ouvriers en Hongrie en 1956. L'OCL édite le mensuel Courant alternatif, qui a été montré là dans les diapos tout à l'heure. Cette revue est réalisée depuis la création de l'OCL en 1976, avec un fonctionnement tournant pour chaque numéro. C'est-à-dire que chaque mois, c'est une équipe différente qui prend en charge son contenu et son maquettage. Quant à moi, je participe à Courant alternatif depuis les années 90, après avoir fait partie d'autres revues anarchistes, notamment Information et réflexion libertaire dans les années 70 et Noir et Rouge dans les années 80. Pour avoir plus d'informations sur l'OCL, vous pouvez aller sur son site. D'accord.
Qu'est-ce qui t'a incité à écrire les leurs postmodernes contre la réalité sociale des femmes? En gros, deux constats. D'une part, ce qu'est devenu la lutte antipatriarcale et ce que représente le féminisme aujourd'hui dans la société française. Et d'autre part, les effets de ce que j'appelle les leurs postmodernes sur la lutte contre l'oppression patriarcale et contre l'exploitation capitaliste. Concernant le féminisme, pour moi, les leurs postmodernes sont principalement les analyses intersectionnelles et la théorie queer. Alors, j'avais abordé ces questions dans mon précédent ouvrage, Où va le féminisme? Et ici, je les approfondis avec bien d'autres sujets qui ont trait à l'oppression féminine. Mais je parle plus particulièrement de la théorie queer parce qu'elle est, à mon avis, la plus problématique. Par son allure subversive, elle attire la jeunesse qui fréquente l'université, mais elle est loin d'être subversive. Et d'ailleurs, le lexique queer est utilisé jusque dans les sphères gouvernementales. Alors, concernant le féminisme actuel, on peut dire que c'est un thème à la mode dans de nombreux pays. Il n'a jamais été aussi bien vu. Il est vanté dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais aussi par les gouvernants. On a des ministères et des secrétariats aux droits des femmes, et il est vanté par les instances internationales aussi. En France, le féminisme s'est ainsi institutionnalisé et des études féministes sont apparues à l'université en 1982, avec pour résultat qu'il faut avoir fait des études supérieures pour comprendre les discours féministes actuels. Et enfin, le féminisme a ses lobbies politiques, c'est un thème vendeur pour le système capitaliste. Alors, ce succès du féminisme auprès des élites politiques, universitaires et médiatiques pourrait paraître louche, surtout quand on pense que dans les années 70, le mouvement de libération des femmes, le MLF, contestait l'ordre établi en s'attaquant aux institutions patriarcales dans une société qui croyait pour une bonne part en la possibilité d'une révolution sociale. Mais en fait, ce n'est pas un hasard si les questions de genre figurent de nos jours parmi les sujets de prédilection des élites, à mon avis. Elles savent que les fondements profondément inégalitaires de la société en seront confortés. Et cela parce que le féminisme d'aujourd'hui est intégrateur. Il reflète les valeurs, les aspirations de femmes qui appartiennent souvent aux classes moyennes. Et les gouvernants s'appuient sur ces classes qui valorisent l'individu et qui veulent avant tout pouvoir consommer en paix dans la société existante. Le courant En effet, féministe dominant demande à l'État d'intervenir afin que disparaissent ces inégalités salariales entre hommes et femmes, et il demande que soient davantage réprimées les violences masculines faites aux femmes. Et ce sont des revendications que les tenants de l'ordre établi peuvent entendre. Ils intègrent déjà des femmes dans les hautes instances économiques et politiques, et ils aiment mieux prendre en charge des victimes qu'avoir affaire à un mouvement qui contesterait leur autorité. Et enfin, comme le courant féministe dominant ne remet pas en question l'organisation capitaliste ni la hiérarchie sociale, il est assez indifférent à la situation des femmes des classes populaires. Consciemment ou non, il y a beaucoup de féministes qui considèrent que ces femmes doivent rester là où elles sont. Mon second constat, concernant ce que j'appelle les leurs postmodernes et leurs effets, c'est que ces théories issues de l'université américaine tendent depuis plusieurs décennies à faire oublier l'exploitation capitaliste en occultant l'existence de classes sociales aux intérêts antagoniques. Ces théories conviennent donc très bien au système capitaliste. Grâce à elles, de nouveaux marchés s'ouvrent sans cesse, qui sont censés permettre à des minorités toujours plus nombreuses, dans lesquelles on range les femmes, d'affirmer et de mettre en relief leur identité par l'acquisition de produits spécifiques. De plus, les théories postmodernes qui portent sur le genre, elles ont créé de fortes dissensions entre les groupes féministes sur un certain nombre de sujets. Par exemple, le voile, la prostitution et surtout la définition d'une femme issue de la théorie queer, à savoir on est une femme parce qu'on se sent femme. Les points de vue de ces groupes féministes peuvent s'accorder sur un sujet, diverger sur d'autres, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en gros à l'heure actuelle une séparation sur le plan idéologique entre un courant postmoderne, qui est intersectionnel queer, et un courant universaliste de gauche, héritier des courants féministes matérialistes du MLF. oui, justement. Oui, Pardon. Veux-tu terminer? Excuse-moi, je pensais oui. que tu avais terminé. Oui, non, non. Les analyses intersectionnelles et la théorie queer se sont diffusées en France avec un décalage comparé aux États-Unis, notamment parce que les textes dont elles sont issues ont été traduits tardivement, mais aussi parce qu'en France, il existait un fort courant universaliste et un féminisme matérialiste
issu du féminisme radical et du féminisme lutte de classe des années 70. Et ce féminisme matérialiste leur a fait barrage à ces théories jusqu'au début de l'an 2000. Mais aujourd'hui, elles s'enseignent dans les facultés et elles se diffusent sur la place publique dans une version vulgarisée par les médias et par les réseaux sociaux. Le discours féministe matérialiste, de ce fait, il est de plus en plus minoritaire dans l'espace public, tandis que les attaques contre lui se font de plus en plus violentes. Le droit d'expression est refusé par des transactivistes et d'autres adeptes du postmodernisme à des militantes féministes qui sont en général de gauche, d'extrême gauche ou libertaires. Dans les pays anglo-saxons, il y a des féministes radicales qui se font traiter depuis des années de racistes, transphobes, réactionnaires ou TERF, donc féministes radicales qui excluraient les trans. On leur interdit de s'exprimer, on brûle leurs écrits ou encore on les agresse physiquement. Et les mêmes pratiques sont arrivées en France. Plus largement, les thèses postmodernes sur le genre, mais aussi sur la race, avec les thèses racialisatrices, elles fractionnent les partis et les syndicats qui sont censés représenter le camp du changement, donc la gauche, l'extrême gauche, les écologistes, les radicaux. Et en fait, ces théories, elles conviennent tant à des personnes censées s'opposer à l'ordre établi qu'à des défenseurs de cet ordre, y compris des gouvernants. De plus en plus d'États intègrent ainsi dans leur législation l'autodéclaration de genre sur la base d'un ressenti. Or, définir une femme sur cette base fait perdre de vue l'origine de l'oppression féminine, qui est son sexe biologique. Et cette définition, elle fait perdre de vue ce que j'appelle la réalité sociale des femmes, à savoir, pour la grande majorité d'entre elles, le maintien de la domination masculine et de l'exploitation capitaliste. Et enfin, on note dans les classes populaires un dégoût croissant à l'égard du système en place, mais aussi à l'égard d'une gauche qui les a déçus. Et ce dégoût pousse une fraction grandissante de ces classes soit à s'abstenir de voter, soit à voter pour l'extrême droite lors des élections présidentielles. Et ce vote pour l'extrême droite, il incite les militants et militantes de la gauche postmoderne à se préoccuper davantage encore des minorités que des classes populaires. Aux élections présidentielles, donc ça les incite à voter pour n'importe quel candidat qui est censé défendre la démocratie contre le fascisme. Et c'est ainsi qu'on a un Emmanuel Macron qui arrive à se faire élire ou réélire président de la République française alors qu'il est très impopulaire. Bref, c'est toutes ces constatations qui m'ont conduite à examiner à travers ce livre les théories postmodernes pour voir comment on pourrait les dépasser dans une optique clairement anticapitaliste et antipatriarcale. D'accord. Pour montrer l'évolution des discours féministes dans la société française, tu reviens dans ton livre sur les années 70 au MLF et tu analyses les raisons du changement qui est intervenu dans le féminisme au cours des années 80 et 90. Peux-tu rappeler d'abord les positions qu'a défendu le mouvement, le MLF, le mouvement de la libération des femmes au départ? Bien, dans la foulée de mai 68, il y a eu de nombreuses mobilisations. Les années 70 ont été très riches. Et parmi elles, il y avait celle du MLF et celle des homosexuels qui contestaient à la fois le rôle social assigné par le patriarcat aux femmes et aux hommes sur la base de leur sexe biologique respectif et le refus de l'hétérosexualité comme norme. Ces mouvements ont revendiqué le droit à disposer de son corps et à vivre la sexualité de son choix. C'est ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Des femmes qui appartenaient à toutes les classes sociales se sont mises en mouvement pour obtenir l'accès à la contraception et à l'avortement. Mais le MLF était aussi profondément anti-autoritaire dans son esprit, dans son mode de fonctionnement. Et la libération sexuelle revendiquée remettait en question les fondements mêmes de la société. L'idée que l'on distingue les hommes des femmes par leur sexe biologique était alors une évidence. Il y a 50 ans, déclarer qu'on est une femme parce qu'on se sent femme, ça aurait suscité un ahurissement et une forte hilarité dans le monde entier, ainsi que de la colère chez les féministes. Chez les hommes, à l'époque, le refus des codes de la virilité, c'était le fait des ce qu'on appelait les folles, ou des travestis, ou des transsexuels. Et ce refus était réprimé par la police et la justice. Les folles et les travestis se donnaient l'image de la féminité, celle qu'on attend des femmes, talons aiguilles, maquillage, attitude aguicheuse, etc. Et les transsexuels, ils étaient très peu nombreux et ils entreprenaient de modifier leur corps lui-même par des interventions chirurgicales. Mais ni les folles, ni les travestis, ni les transsexuels ne revendiquaient être des femmes. Et de la même façon, les hommes solidaires du MLF ne prétendaient pas faire partie de ce mouvement.
Les groupes femmes du MLF étaient non mixtes, même si des hommes participaient à ces manifestations. En gros, dans cet après 68 où pas mal de gens rêvaient de changer la société, le discours féministe qui était assez répandu était le suivant. Le patriarcat, c'est le système d'oppression qui assoit la domination des hommes sur les femmes dans tous les secteurs de la société par le biais de diverses institutions, en particulier la famille et l'école. Cette oppression concerne toutes les femmes, quelle que soit leur classe sociale. Les hommes et les femmes constituent les deux catégories qui composent la société humaine, et ces catégories se distinguent par leur sexe biologique. C'est à partir de lui que le système patriarcal établit une hiérarchie au profit des hommes au détriment des femmes. C'est à partir de lui qu'est inculqué aux femmes un rôle social spécifique, qu'on appelait à l'époque sexe social, et qui est devenu le genre par la suite pour correspondre au mieux au gender américain. Ce rôle social, il est imposé aux femmes par un complet conditionnement exercé dès leur naissance, avec l'injonction à avoir des enfants. On apprend de la même façon aux garçons à être de vrais hommes bien virils. Donc les femmes, elles sont assignées, du fait de leur capacité procréative, effective ou potentielle, à la sphère privée pour assurer la reproduction sociale, notamment l'élevage des enfants, les tâches domestiques, tandis que les hommes occupent la sphère publique. Et les femmes sont invisibilisées par leur assignation à la sphère privée, qui permet au système patriarcal de contrôler à la fois la sexualité des femmes et la procréation. Le capitalisme, lui, c'est le système d'exploitation économique par lequel la bourgeoisie, donc la classe détentrice des moyens de production, pour faire bien rapide, la bourgeoisie exploite le prolétariat, c'est-à-dire ceux et celles qui ont juste leur force de travail à vendre. Le capitalisme, il est postérieur au patriarcat, mais il est lié à lui, particulièrement parce que l'organisation patriarcale de la société sert les intérêts des capitalistes en leur offrant une reproduction gratuite de la force de travail, du fait que les tâches domestiques ne sont pas rémunérées. Au XIXe siècle, la bourgeoisie a imposé au prolétariat son modèle de la famille, dans lequel les femmes restent à la maison. Ce modèle correspond donc aux intérêts particuliers de la classe qui possède du bien. Il permet la transmission de la propriété privée d'une génération à l'autre. Avec la révolution industrielle, les femmes sont cependant massivement entrées dans le salariat en travaillant en général à l'extérieur de leur foyer. Mais le rôle qui est attendu d'elles dans la sphère privée n'a pas changé. La plupart des femmes font donc une double journée de travail pour assurer à la fois la reproduction sociale et une bonne part de la production. Donc, la libération des femmes, elle passe forcément par la disparition des rôles sociaux hiérarchisés, ce qui implique de mener un combat spécifique contre la domination masculine. De ce fait, en s'attaquant aux rôles sociaux, les femmes des années 70 ont pris en main leur destin. Elles sont devenues actrices de leur vie et elles étaient fières d'être des femmes, alors que le système en place est dévalorisé. Et un slogan résumait alors la nécessité d'un double combat antipatriarcal et anticapitaliste. C'était pas de révolution sociale sans libération des femmes, pas de libération des femmes sans révolution sociale. Est-ce que tu pourrais résumer ce qui a entraîné, selon toi, un profond changement dans le discours féministe au cours des décennies suivantes, c'est-à-dire après les années 70? Eh bien, à cette époque-là, on a assisté en France à une profonde régression sociale et idéologique, pour de multiples raisons. Il y a la fin des Trente Glorieuses, hein, c'est la période de croissance économique exceptionnelle qu'a connue la France de 45 à 75. Donc c'est la fin des Trente Glorieuses avec la montée du chômage et de la précarité. Avant, on pouvait lâcher son travail sans avoir peur de ne plus en retrouver. Là, c'est devenu moins évident de tout lâcher pour s'engager dans une action militante, par exemple. Ensuite, il y a l'arrivée au pouvoir de la social-démocratie en 1981 avec François Mitterrand à la présidence de la République. Le Parti socialiste a accompagné les restructurations et les délocalisations industrielles, ce qui a entraîné bien des désillusions à son égard. Des bastions ouvriers ont disparu, la conscience ouvrière a décliné, et de plus, toutes les fois que la gauche est revenue ensuite au pouvoir, elle s'est employée à réduire la revendication antipatriarcale de l'antisexisme. Elle a centré son intervention sur les sujets sociétaux comme le mariage homo, la parité homme-femme dans les hautes fonctions. Tout ça ça a détourné l'attention de la question sociale. Ensuite, il y a eu la disparition de l'URSS et de son bloc de l'Est en 91. Les médias ont déversé à partir de là toute une propagande qui proclamait que le communisme avait échoué.
Il n'y avait plus de classe ouvrière, toute idée de révolution a été enterrée, le libéralisme a été présenté comme le stade ultime de l'histoire et s'est mondialisé. On a aussi assisté au retour de l'ordre moral. La libération sexuelle, l'éducation anti-autoritaire de la presse 68, toutes ces choses ont été critiquées. Aux États-Unis, Suzanne Faludi a dénoncé ce qu'elle a appelé le backlash, c'était le titre de son livre en 91, le retour de bâton antiféministe. Et puis il y a eu l'épidémie de sida aussi qui a incité à des relations sexuelles stables, à prendre des précautions dans les rapports sexuels. Ça a changé le type de rapport. Et en France aussi, le féminisme a été mal vu. Les jeunes générations de femmes l'ont rejeté parce qu'elles craignaient d'être étiquetées hystériques, coincées sexuellement si elles s'en revendiquaient. Et enfin, oui, il y a deux discours idéologiques qui se sont conjugués pour faire oublier la lutte des classes et la nécessité d'une révolution sociale. Ces deux discours, c'est le néolibéralisme qui a été porté par une droite réactionnaire et le postmodernisme qui a été porté par une partie de la gauche au sens large. Bon, peux-tu préciser un peu le contenu de ces deux discours? Alors, le néolibéralisme, c'est un courant de pensée qui critique l'État-providence, qui prône la dérégulation des marchés. Il y a eu un certain nombre de politiques néolibérales qui ont été mises en œuvre dans les années 80 par divers dirigeants. On a eu Général Pinochet au Chili, la première ministre Thatcher au Royaume-Uni, le président Reagan aux États-Unis, qui sont donc les plus connus des gouvernants qui ont pratiqué ces politiques. Le néolibéralisme, il valorise l'individu, le travail, la réussite individuelle, il prône le salaire au mérite et il aggrave fortement les conditions d'existence des classes populaires. Thatcher, par exemple, elle s'est attaquée aux syndicats ouvriers, elle a mené une politique d'austérité, mais dans le même temps, elle a fait l'éloge de la diversité, elle a dépénalisé l'homosexualité, elle a légalisé l'avortement, toujours dans l'idée de faire oublier les questions sociales. Le postmodernisme, lui, il a été porté par des mouvances intellectuelles qui étaient auparavant contestataires. Elles ont abandonné l'idée de révolution, tandis que les institutions patriarcales qui étaient contestées dans les années 70, elles retrouvaient leur position hégémonique. Le courant de pensée postmoderne, il a développé dans les universités aux États-Unis puis ailleurs la critique du marxisme comme ayant surtout débouché sur le stalinisme. Et il a élargi cette critique à tout grand récit ou projet de société qui pourrait déboucher sur un nouveau totalitarisme. Il a rejeté donc toute vision globale de l'histoire, toute analyse générale et jeté aux oubliettes la lutte des classes. Le courant postmoderne, en fait, il accorde une grande importance aux structures, notamment linguistiques, et aux modèles de pensée, d'organisation sociale, de comportement que ces structures déterminent. Mais c'est pour en souligner le caractère instable et temporaire. D'après lui, la réalité serait précaire, plurielle, morcelée, parce qu'elle se fondrait avec les interprétations subjectives qu'on en fait. Et le postmodernisme, il a affirmé que le monde était désormais trop complexe pour que sa marche puisse être modifiée. Donc il a mis l'accent sur l'individu et sur ses émotions, en écartant la notion d'un sujet autonome qui serait capable d'action, de choix conscients. De ce fait, il a contribué à dévaloriser tout ce qui relevait du discours de classe et de la solidarité, et il a opposé l'individualisme à l'universalisme. Or, pour moi, on doit critiquer l'universalisme parce que, à partir de droits de l'homme abstrait, ce courant de pensée a imposé partout dans le monde des normes qui étaient favorables à l'impérialisme occidental. Par exemple, en présentant le colonialisme et le patriarcat comme légitimes et bénéfiques pour les peuples de couleur et pour les femmes. Mais on ne doit quand même pas oublier que le féminisme et les mouvements anti-esclavagistes ou pacifistes, ils ont émergé au XIXe siècle dans le sillage de l'universalisme. Au final, il ne faut surtout pas oublier, je pense que le postmodernisme n'est pas né n'importe quand, ni n'importe où. Il s'est inspiré, certes, des travaux de penseurs français, ce qu'on a appelé la French Theory, comme des auteurs comme Michel Foucault sur le pouvoir ou Jacques Derrida sur la déconstruction, Jean-François Lyotard sur les grands récits. Mais le postmodernisme, il est apparu, il s'est développé aux États-Unis, donc dans le pays qui a régné en maître sur le monde entier, d'un point de vue économique, mais aussi culturel, à partir des années 90. Et les deux idéologies, néolibérales et postmodernes,
elles ont fortement appuyé sur l'accession possible des classes populaires aux classes moyennes, grâce à des études et un travail assidu. Et ces classes moyennes se sont développées à partir de cette époque. Les idéologies néolibérales et postmodernes, elles ont produit des sociétés qui fonctionnent sur les valeurs des classes moyennes, et elles ont pour caractéristique l'individualisme, le consumérisme, le sécuritaire. La hiérarchie sociale y est non seulement acceptée, mais elle est valorisée, tandis que les inégalités entre les classes sociales sont toujours plus marquées. Un nouveau féminisme a découlé du postmodernisme, avec donc les analyses intersectionnelles et la théorie queer. Ces théories, elles se rattachent au postmodernisme par l'importance qu'elles accordent à l'individu, au langage, à tout ce qui est construit. Et elles ont contribué à reléguer les concepts de classe et d'exploitation capitaliste derrière, ou en tout cas parmi une quantité d'oppressions à déconstruire individuellement dans la société existante. Et comme justement, ces analyses intersectionnelles et les pratiques militantes qui en ont découlé, tu les as critiquées et essentiellement, c'est pour quelles raisons? Est-ce que tu critiques ces deux approches, les analyses intersectionnelles et les pratiques militantes qui en découlent? Ouais. D'abord, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a 3 idées principales du postmodernisme qui ont eu des répercussions dans le monde entier et un impact sur la lutte contre l'oppression patriarcale. La première idée, c'est qu'on ne peut plus changer l'ordre établi. Ça a débouché sur un féminisme qui soit libéral, soit progressiste, mais qui est en tout cas intégrateur et institutionnel. S'il n'y a pas d'alternative au capitalisme, mieux vaut rechercher une ascension sociale personnelle, mieux vaut lutter contre les discriminations, c'est-à-dire ceux qui résultent des oppressions, plutôt que contre les institutions qui mettent en place et entretiennent les oppressions. De ce fait, on va lutter contre les comportements sexistes plutôt que contre les institutions patriarcales, et on va seulement viser à améliorer le sort des minorités dans la société existante. La deuxième idée issue du postmodernisme, c'est que la réalité est forcément toujours fragmentée, relative et temporaire, et donc qu'il est vain de chercher à en avoir une vision globale. Et là, on en arrive aux analyses intersectionnelles. La valorisation de l'hétérogénéité, du flou et fluctuant, qui est typique du postmodernisme, elle débouche sur la multiplication des identités. L'oppression féminine est noyée dans bien d'autres oppressions ou discriminations qui sont liées à la race, à l'âge, la validité, etc., tandis que l'appartenance de classe est perdue de vue. Et c'est ainsi, même si beaucoup de féministes postmodernes affirment qu'elles recherchent une convergence des luttes, en France en tout cas. Non. Et la troisième idée, c'est que du postmodernisme, c'est que le discours sur la réalité, il peut transformer la réalité. Ça a débouché sur la théorie queer et son affirmation que si le discours sur la réalité fait la réalité, avec des énoncés performatifs, on doit pouvoir déconstruire ou défaire cette réalité. Par exemple, on peut rebaptiser la prostitution travail du sexe et en faire de cette façon-là une activité comme une autre. Donc, je ne sais pas si je continue sur la critique des analyses. La question de justement, est-ce que tu pourrais développer ta critique de la théorie queer? Oui. Le trouble, le concept de queer, le trouble dans le genre. Bon. Donc, je ne parle pas des analyses intersectionnelles. D'accord. Bon, ben le queer donc, signifie bizarre ou tordu en français. Il y avait un petit courant queer qui portait ce nom aux États-Unis avant que ne sorte en 90 Trouble dans le genre, le livre de Judith Butler. Un groupe qui s'appelait Queer Nation s'était constitué au sein d'ACT UP, l'association créée pour lutter contre la pandémie de sida. Et ce groupe, il s'opposait à toute forme d'exclusion et d'oppression, il prônait la révolution, donc il critiquait la soif de respectabilité de certains gays et la revendication de droits par la communauté homosexuelle. Mais il était petit. C'est avec Trouble dans le genre que s'est développé dans les universités américaines ce qu'on appelle la théorie queer, selon l'expression utilisée par la philosophe Teresa de Lauretis en 1990. Alors, Trouble dans le genre, c'est un ouvrage qui est réputé difficile à comprendre, et qu'il est. Et j'en ai retenu 3 idées principales.
pour Butler, le sexe serait déjà du genre, c'est-à-dire une construction culturelle élaborée à partir du langage et de la répétition. Et là, pour moi, on a une déformation ou une mauvaise interprétation de la formule de Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe, quand elle dit on ne naît pas femme, on le devient. Parce que Simone de Beauvoir n'a jamais dit que le sexe biologique n'existait pas. Elle disait que le rôle social imposé aux femmes se construisait à partir de leur sexe biologique et qu'il fallait supprimer ce rôle social, pas le sexe biologique des femmes. Ensuite, Butler pense que la binarité des sexes n'existe pas. Il n'y aurait pas de catégories cohérentes et immuables, les hommes et les femmes. Et de ce fait, le sujet à libérer serait une coalition de groupes socialement exclus, les minorités sexuelles ou de genre. Et puis pour Butler, ces minorités pourraient modifier leur vécu par le langage, par des performances comme en font les drag queens. Pourtant, le travestissement, la parodie, l'ambivalence, ce n'est pas forcément subversif. Les carnavals qui existent depuis des années, des siècles, ne troublent pas l'ordre établi, ils lui servent plutôt de soupape. Et de plus, l'affirmation selon laquelle le discours sur la réalité produit cette réalité, pour moi, il est faux. Par exemple, quand on dit je vous déclare unis par les liens du mariage, ces mots ne rendent le mariage réel que s'ils sont prononcés dans une mairie ou une église par la bouche de personnes précises, qui sont un maire ou un curé. Parce que dit sur une scène de théâtre par des acteurs ou dit dans un repas entre amis, ils n'ont aucune valeur. Mais Oui. il y a donc un queer universitaire issu de l'université qui s'est inspiré de troubles dans le genre pour s'intéresser au pouvoir, à la sexualité, à la déconstruction individuelle. Et ce queer universitaire, il dénonce l'hétérosexualité obligatoire, mais il ignore la division genrée du travail, l'exploitation domestique, parce qu'il n'analyse rien en termes de rapports sociaux. Et il reprend les 3 idées de Judith Butler que j'ai rappelées. Il affirme, comme Butler, que les catégories hommes et femmes ne correspondent pas à la diversité humaine. Il y aurait un continuum de genre. Il s'appuie pour ça sur l'existence des personnes intersexes, c'est-à-dire les personnes qui présentent des caractéristiques sexuelles atypiques sur le plan des chromosomes, des hormones, des organes génitaux en général à la naissance. Mais en fait, ces personnes sont une infime minorité. D'après le Conseil de l'Europe, elles seraient 1,7% des naissances. Et le plus souvent, ces personnes, elles désirent choisir d'être un homme ou une femme, elles ne prétendent pas créer une nouvelle catégorie. Et puis, le queer enseigné à l'université, il utilise aussi, comme Butler, les minorités qui refusent le rôle social associé à leur genre pour dire qu'on a le libre choix de ce rôle et qu'on peut le subvertir. Ou alors que c'est une essence propre à chaque individu, indépendamment de son corps. Ce serait une identité innée, immuable, car on aurait toujours senti être homme ou femme. Ce ne serait donc pas l'appartenance à la catégorie homme ou femme qui déterminerait si on est marginalisé par l'oppression patriarcale ou si on en bénéficie. Ça serait le genre auquel on s'identifie. Et cette identité étant autodéfinie étant positive. Donc le queer en arrive à la définition d'une femme ou d'un homme sur la base d'un ressenti. Et l'ennemi pour le queer, c'est le ou la cis, c'est-à-dire la personne qui est en conformité avec son genre, quelle que soit la classe sociale à laquelle elle appartient. De cette façon, une ouvrière n'est pas mieux considérée qu'un bourgeois du moment où elle est cis. Et enfin, le queer universitaire, il accorde, comme Judith Butler, une grande importance au langage. Il l'utilise dans le sens qui l'intéresse. C'est comme ça que des mots changent de sens en étant amalgamés à d'autres. Ils deviennent prédominants ou alors au contraire, ils tombent aux oubliettes pour transformer la réalité. Par exemple, le genre n'est plus un rôle social, mais c'est une identité dont on doit pouvoir acquérir les accessoires sur le marché. La transidentité, elle constitue ainsi un formidable marché pour l'industrie pharmaceutique et on voit se multiplier les cliniques du genre et les antennes de CHU spécialisées dans la réassignation de genre. Mais pour moi, c'est l'histoire du mot trans qui illustre le mieux l'utilisation du langage par le queer. Parce que dans les années 70, comme je l'ai dit, on parlait en France de travestis et de transsexuels. Puis le mot travesti a été mis de côté, on a parlé de transgenre et de transsexuel. Ensuite, on a évacué le terme transsexuel, qui était jugé pathologisant par des instances telles que le Conseil de l'Union européenne. C'est un avis qu'il a formulé en 2010.
Et trans est à ce moment-là devenu synonyme de transgenre. Aux États-Unis, il y a plusieurs décennies, on utilisait les sigles FTM, femelle vers mâle, et MTF, mâle vers femelle, qui renvoyaient encore au sexe biologique. Mais après, on leur a préféré trans-homme, donc femme transitionnant homme, et trans-femme, homme transitionnant femme. Et puis, les termes recommandés sont devenus femme trans et homme trans. Et à présent, on nous dit d'une part qu'il n'y a pas des femmes et des trans, mais un ensemble femmes qui comprend des cis et des trans. Et on peut trouver cette affirmation dans des textes gouvernementaux. Et d'autre part, on nous dit qu'il faut utiliser le seul terme trans pour ne plus distinguer les trans femmes et les trans hommes. Mais en fait, on s'aperçoit quand on mentionne les trans qu'il est très souvent question des trans femmes. C'est-à-dire que les trans hommes passent facilement à la trappe, de la même façon que les lesbiennes sont souvent effacées par rapport aux gays, et les femmes par rapport aux hommes. Et donc, on a là un reflet de la classique domination masculine. Et enfin, le trans est valorisé, contrairement au cis qui lui est opposé. Donc au final, il est assez difficile de préciser les contours de la théorie queer parce qu'elle ne repose sur aucune donnée concrète et que son jargon est assez hermétique. De plus, quiconque se déclare queer est queer, ce qui permet à n'importe qui, quelle que soit son apparence ou son milieu social, de se définir ainsi et d'acquérir éventuellement du pouvoir par ce biais dans des milieux dits radicaux. Magnifique. J'aimerais, Vanina, qu'on revienne quand même sur les analyses intersectionnelles. Je crois qu'on on a glissé un peu rapidement là-dessus. Qu'est-ce que tu reproches à ces analyses ou comment peut-on les critiquer? Eh bien, en fait, l'idée d'intersectionnalité des oppressions, pour moi, elle n'est pas critiquable en soi, parce qu'une même personne peut être et est soumise effectivement à plusieurs dominations ou discriminations. N'importe qui peut constater très trivialement que dans cette société, il vaut bien mieux être un homme blanc, riche et bien portant qu'une femme noire, pauvre et invalide. Des féministes noires à la fin des années 70 ont pointé à juste titre aux États-Unis les intérêts et les préoccupations de leur classe sociale que des féministes blanches et bourgeoises défendaient. Mais les personnes qui sont des militantes révolutionnaires n'ont pas attendu les analyses intersectionnelles pour se battre en France ou ailleurs sur différents terrains en même temps, anticapitaliste, antipatriarcal, antiraciste, anticolonial, parce qu'on sait que l'exploitation de classe, elle s'exerce encore plus fortement quand elle s'accompagne d'oppressions, en particulier les oppressions qui sont liées au colonialisme, au patriarcat. C'est comme ça que ce sont des femmes d'origine immigrée qui connaissent les pires conditions de travail et d'existence. Donc, pour moi, ce n'est pas l'idée d'intersectionnalité en elle-même qui est problématique. C'est plutôt l'usage qui en est fait dans le contexte d'un capitalisme triomphant. Parce que la multiplication des identités, elle a entraîné une atomisation de la contestation sociale et des pratiques militantes qui sont loin d'être révolutionnaires. Bon, ces pratiques, je les ai critiquées dans Où va le féminisme, mais un certain nombre d'autres personnes l'ont fait. Par exemple, la militante trotskiste Aurore Koechlin, dans son livre La Révolution féministe. Pour résumer, les analyses intersectionnelles, elles ont entraîné une réduction du système d'oppression à des rapports individuels. Et en conséquence, la critique de l'organisation sociale, elle s'est réduite à celle des normes sociales. Et l'oppression a été remplacée par le concept de privilège dont jouissent des individus selon les critères de race, genre, niveau d'études, âge, validité, etc. ou classe. Plutôt que de s'attaquer aux institutions patriarcales, on dénonce l'attitude de l'homme blanc hétéro-aisé, par exemple. En outre, ces privilèges, ils sont considérés comme équivalents, ce qui conduit à dépolitiser les luttes contre l'exploitation capitaliste et contre la domination masculine. Par exemple, un privilège validiste, il est mis au même niveau qu'un privilège classiste, alors qu'une personne valide n'exploite pas un invalide comme un bourgeois exploite un prolétaire, et encore moins comme le système capitaliste exploite le prolétariat. Après, comme l'objectif est de changer les personnes une à une et pas les structures sociales, au lieu de s'attaquer aux processus sociaux globaux, on vise une déconstruction individuelle et la constitution d'espaces safe dans lesquels aucune oppression n'existerait. Et comme il y a un oubli de la lutte des classes, ou en tout cas une minorisation de cette lutte, en général au profit de la race ou du genre, on raisonne à l'échelle individuelle en termes de dominants et dominés ou victimes.
Dans cette logique, les femmes blanches sont considérées comme l'instrument de la domination, même si ce sont des ouvrières ou des lesbiennes. Pourtant, toutes les blanches ne sont pas bourgeoises, toutes les bourgeoises ne sont pas blanches. Et puis on en arrive à une course absurde aux discriminations, aux oppressions, étant donné que la personne la plus opprimée sera mécaniquement celle qui aura le plus de pouvoir dans ces groupes. Et qui plus est, les dominés, les victimes, sont proclamées infaillibles, leur parole ne peut donc être mise en doute, alors qu'elles peuvent subir la même discrimination sans pour autant avoir le même avis dessus, et alors que, de toute façon, elles ne détiennent pas la vérité avec un grand V concernant cette discrimination. Du coup, il découle de tout cela une forte moralisation du champ politique sur la base d'une culpabilisation des personnes pour telle ou telle domination qu'elles peuvent exercer. Et l'unique attitude autorisée pour les dominants politisés est d'être de bons alliés, tout ça étant entre guillemets, autrement dit de se taire et de suivre la ligne politique dictée par les victimes, qui sont les premières concernées. Non. Et il ne s'agit pas de convaincre sur un mode rationnel et politique, mais d'imposer son ressenti et souvent de réduire au silence les personnes qui ne sont pas d'accord avec. Et enfin, la perte de toute vision d'ensemble et l'importance qui est donnée à la déconstruction individuelle, elles nuisent à l'action militante sur le terrain social. Parce que, comme je l'ai dit déjà, l'influence des théories postmodernes a entraîné un désintérêt croissant de la gauche pour les classes populaires. La référence historique et théorique que représentait le monde ouvrier, la nécessité de la lutte anticapitaliste ont été mises au second plan, voire oubliées. Et c'est comme ça qu'on a pu voir en France des militants dits progressistes, même révolutionnaires, porter au moins dans un premier temps un regard effaré et plein de suspicion sur la révolte des banlieues en 2005 ou sur le mouvement des Gilets jaunes en 2018. Et le mouvement trans, est-ce qu'il peut avoir des conséquences, en fait, sur la réalité et l'oppression que vivent certaines personnes en France? Vous avez parlé de la situation en France, d'un certain communiqué de l'Académie nationale de santé, la médecine face à la transidentité de genre chez les enfants et les adolescents. Donc, ce sont des recherches scientifiques sur la transformation du corps humain. Et ça débouche sur quoi? Euh, alors, je pense que le discours féministe, intersectionnel et queer, il a des effets négatifs sur la lutte contre l'oppression féminine euh, par plusieurs aspects. Enfin, ce discours, il a plusieurs conséquences. Parce que, en fait, si on peut choisir librement son genre, comme le dit la théorie queer, et si le sexe biologique, c'est-à-dire qui est commun à toutes les femmes, quelle que soit leur appartenance sociale, on ne doit plus le prendre en compte, il n'y a plus d'oppression spécifique des femmes. Du coup, on ne comprend plus sur quoi repose la domination masculine, on ne peut plus lutter contre. De plus, la définition queer d'une femme, elle renforce les stéréotypes sexuels. Au lieu de continuer à dénoncer le sexisme des vêtements et des jouets, on nous affirme qu'un garçon c'est une fille parce qu'il aime se maquiller ou s'amuser avec une Barbie. Autrement dit, on réenchaîne les femmes à une caricature de la féminité et au rôle qu'on attend d'elles. Cette définition sur la base d'un ressenti, en plus, elle est réservée aux femmes parce que on n'entend personne prétendre qu'un blanc ou une blanche, c'est un noir ou une noire parce qu'il ou elle se sent noir ou noir. Bref, c'est une situation qui est aberrante pour toute personne, toute femme qui refuse de se conformer aux stéréotypes sexuels et au rôle social attendu des femmes. De plus, si on oublie le sexe biologique et la hiérarchie qui en découle, et si on ne remet plus en question les rôles sociaux différenciés selon les sexes, sur quoi peut exister un mouvement féministe? L'assignation des femmes à la sphère privée, aux tâches ménagères, ça ne fait pas partie du vécu des hommes qui opèrent une transition femme. Est-ce que c'est pour ça que la question des tâches ménagères est assez peu traitée par les féministes postmodernes? Ou alors parce que ces activités ne font pas non plus partie de leur propre vécu? Le discours queer, il est soutenu par des féministes qui prônent la bienveillance et l'inclusivité. Pour intégrer les transfemmes dans le mouvement féministe, il faudrait plus aborder les questions de sexualité, la contraception, l'avortement, ou même parler du corps des femmes, comme les règles, au prétexte que ces questions seraient excluantes. Mais ce faisant, on réduit le champ politique et social qui concerne les femmes. On évacue tout ce qui touche à la sexualité féminine ou à la procréation, qui était à la base du mouvement des femmes dans les années 70 en France.
dans d'autres pays. De plus, on a vu apparaître des expressions telles que personne enceinte, personne à vulve ou personne menstruée. L'oppression des femmes, pourtant, elle reste directement liée à leur sexualité et à leur capacité reproductive. On le voit par exemple avec le féminicide, hein, qui est le plus souvent le fait d'un homme qui s'approprie le corps d'une femme parce qu'il se sent en droit de faire ce qu'il veut de cette femme, y compris la tuer quand elle veut le quitter. Et cela parce qu'il la considère comme sa propriété, qu'il exige sa fidélité. On voit aussi ça avec la pratique de l'excision, qui se poursuit dans un certain nombre de sociétés. On nous en donne couramment des explications d'ordre culturel ou religieux, mais cette pratique, elle correspond en tout cas au désir de réduire la libido des filles et de garder intacte leur virginité pour leur futur époux. L'ablation du clitoris, par ailleurs, elle a existé en Europe de l'Ouest au XIXe siècle, aux États-Unis jusqu'aux années 60, pour empêcher des femmes de se masturber ou pour traiter leur hystérie, comme on disait. Et puis, une autre conséquence des théories postmodernes, c'est qu'on en arrive à nous présenter les transitions comme le remède à ce qui est un malaise social pour moi. C'est une transition, elle est possible aujourd'hui dans pas mal de pays, hein, sous une, deux ou trois formes. Elle peut être sociale, c'est-à-dire aucune déclaration n'est faite à l'administration, on change juste de prénom et de pronom pour son entourage. Elle peut être légale, il y a un changement de prénom, de sexe à l'état civil, mais pas de changement physique. Et elle peut être médicale, par donc une prise d'hormones suivie ou non d'opérations chirurgicales. Le trouble de l'identité de genre chez l'enfant, il a été renommé dysphorie de genre en 2013 pour faire disparaître le mot trouble que contenait son intitulé. Et cette dysphorie de genre, elle est définie comme la situation de détresse due au sentiment d'une inadéquation, qu'on appelle incongruence de genre, entre son sexe biologique et son identité de genre. Cette dysphorie de genre, elle concerne surtout les jeunes enfants, mais il existe aujourd'hui une dysphorie de genre tardive ou à apparition rapide, comme on l'appelle, chez les adolescents et particulièrement chez les adolescentes. Elles sont soudain désireuses de changer leur corps pour qu'il corresponde à leur identité de genre, et c'est souvent après avoir découvert la transidentité en groupe sur les réseaux sociaux. Mais nombre de gouvernants, dans le même temps, ils accompagnent la transidentité de trois façons. Euh, en reconnaissant le désir de transformer son corps par des thérapies hormonales ou des interventions chirurgicales, et dans certains États, en faisant prendre en charge le coût de ces thérapies ou interventions par des organismes de sécurité sociale. Ou alors, autre façon, en inscrivant peu à peu la transidentité dans les législations nationales. Les parlements de divers pays débattent sur l'introduction ou non d'un sexe neutre ou d'un troisième genre à l'état civil. Et troisième façon d'accompagner la transidentité pour les gouvernants, c'est en intégrant les transfemmes dans les espaces non mixtes femmes. Les refuges pour femmes battues, vestiaires de sport, d'établissements scolaires, d'entreprises, les compétitions sportives féminines. Et enfin, en sanctionnant par une suppression de subventions, par des amendes, les associations ou les organismes qui refusent de le faire. Alors, dans mon livre, j'ai essayé de faire le point, c'est pas facile, sur les législations dans le monde concernant les transitions et la transidentité. Juste pour rappeler quelques données, bon, la Suède est le premier pays qui a reconnu légalement la transidentité en 72. Et l'Espagne a voté cette année le changement de genre dès 16 ans sans condition, sans qu'il y ait un accord des parents ou d'un juge qui soit requis. Concernant la France, donc, il y a ce fameux communiqué dont tu parles là, de l'Académie nationale de santé, qui a résumé la situation le 25 février 2022. Donc, ce communiqué s'appelle « La médecine face à la transidentité de genre chez les enfants et les adolescents ». Alors, en France, la loi du 18 novembre 2016 rend possible le changement de sexe à l'état civil sans intervention chirurgicale. La mastectomie, elle est autorisée pour une fille dès 14 ans. Les bloqueurs de puberté sont prescrits sur ordonnance avec accord parental avant 16 ans. Le traitement hormonal substitutif y est prescrit avec accord parental avant 18 ans. Et pour les demandes de transition, il faut l'accord du juge des affaires familiales. Les demandes de transition, depuis 2012, elles ont été multipliées par 5 en France. On est passé de 100 à 500 dossiers déposés. Donc.
En 2020, il y a environ 9000 personnes qui sont titulaires d'une attestation ALD, c'est-à-dire affection de longue durée pour transidentité. Et 70% d'entre elles ont entre 18 et 35 ans, semble-t-il. La sécurité sociale rembourse les frais médicaux liés à la transition. Mais en fait, cette transition, elle est surtout médicale avec les thérapies hormonales. Il y a peu de chirurgie de réassignation. Et l'Express, donc le périodique en France, en 2021, disait qu'il y avait 10 000 à 15 000 transsexuels. Et le ministère des Solidarités et de la Santé évaluer l'ensemble trans entre 20 000 et 60 000. Mais en fait, il est très difficile d'avoir des chiffres précis concernant le nombre des trans, puisque on peut se dire trans sans qu'il n'y ait aucun signe extérieur apparent, ni aucune déclaration à l'état civil. En tout cas, la demande de transition est, semble-t-il, en hausse sous ces 3 formes. Et en France, donc, concernant les lieux non mixtes, la circulaire Blanquer du 29 septembre 2021 a imposé dans l'éducation nationale l'accès des trans aux espaces non mixtes filles et garçons dans les vestiaires, les dortoirs, les toilettes des établissements scolaires pour lutter contre la transphobie. Dans certains pays, on constate depuis quelques années un recul des gouvernements concernant les transitions de genre pour les mineurs. Et il est surtout motivé par les demandes croissantes émanant d'adolescentes. En Finlande, depuis 2020, il y a une priorité qui est donnée à la thérapie psychologique pour les mineurs plutôt qu'à des traitements hormonaux. En 2020 aussi, les bloqueurs de puberté ont été temporairement interdits en Angleterre. En 2002, la Suède a interdit l'hormonothérapie pour les mineurs et en 2023, les mastectomies sur les adolescentes. Alors bon, pour ma part, je comprends sans peine que les stéréotypes sexuels et le rôle sexuel imposé aux femmes et aux hommes provoquent un mal-être. Ça me paraît forcé. Et qu'une transition puisse apparaître à une personne comme la solution à ce mal-être. Je considère aussi que tout individu doit être libre de faire ce qu'il ou elle veut de son corps, que ce soit pour le parer, le dévoiler, le cacher ou le transformer. On a le droit de disposer de son corps. En revanche, je ne crois pas qu'on puisse régler les problèmes que posent au niveau social les stéréotypes sexuels et plus largement les rôles sociaux différenciés en recourant à des traitements médicaux ou à des opérations chirurgicales. Et de plus, les recherches scientifiques qui sont faites sur la transformation du corps humain, parce qu'il y a ce désir de transitionner ou qu'il y a le désir de se procurer un bébé par une GPA, une gestation pour autrui, ces recherches scientifiques, elles vont dans le sens du transhumanisme qui ne me fait pas du tout rêver. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais j'ai consacré un chapitre au commerce de la GPA, dans lequel des femmes pauvres portent un bébé pour une clientèle riche, et je vous renvoie à lui, et je vous renvoie à l'ouvrage surtout dont j'ai tiré une masse d'informations, qui est Ventre à louer. Oui. Dans ton livre, tu parles d'un article écrit en 2022 par Olivia Buis-Suan, professeure de droit public, le droit au défi des identités de genre. Dans cet ouvrage, elle examine les problèmes que peuvent poser l'autodéclaration de genre ainsi que la reconnaissance légale d'un sexe neutre ou d'un troisième genre. Peux-tu commenter cet article? Eh bien, Olivia Buix-Swan examine donc la question des droits et elle reconnaît qu'il y a un télescopage entre les droits des femmes et les droits des trans, notamment sur la question d'inscrire dans les législations un sexe neutre ou troisième genre, ou sur la question d'ouvrir aux trans femmes les lieux non mixtes femmes. Elle constate qu'aujourd'hui, un homme peut s'acheter l'apparence de la féminité et se dire femme, hein, c'est l'autodéclaration de genre, mais qu'il peut aussi se dire femme sans s'en donner l'apparence, ce qu'on appelle l'expression de genre, et qui a été distinguée de l'identité de genre par le Conseil constitutionnel en France en 2017. Il est jugé transphobe de faire une distinction entre quelqu'un qui ne modifie en rien son aspect physique et qui change de prénom et de sexe, à l'état civil ou simplement dans la vie courante, et quelqu'un qui cherche à modifier son corps par une transition médicale. Alors, concernant le sexe neutre, cette professeure de droit public remarque que des États comme l'Australie ou l'Inde ont déjà intégré cette mention à l'état civil,
alors que pour la grande majorité des trans ou des intersexes, le choix du neutre est assez rare. Toujours pour elle, elle constate que, enfin, elle dit que le droit à la libre détermination de son genre, c'est une déclinaison du droit au respect de la vie privée, mais elle admet que l'autodéclaration de genre et la non-binarité des genres posent des problèmes aux législateurs, parce que des dispositifs, enfin ce qu'elle appelle des dispositifs juridiques sexo-spécifiques ont été mis en place concernant les femmes. Ce sont des moyens pour lutter contre les violences masculines, ou alors enfin, faire des nominations équilibrées entre hommes et femmes, la parité hommes et femmes et tout ça, mais que si ces moyens, si ces dispositifs disparaissent, les femmes sont invisibilisées, alors que la féminisation des fonctions ou l'écriture inclusive, par exemple, sont censées promouvoir leur existence. Elle reconnaît aussi, cette professeure de droit public, que des expressions telles que personne qui accouche invisibilisent les femmes. Mais bon, elle leur trouve une dimension inclusive. Elle préconise de prévoir à l'état civil 4 cases, femmes, hommes, neutres, et ne se prononce pas. Concernant les prisons, elle estime qu'il faut mettre les trans femmes dans le quartier des femmes, les trans hommes dans le quartier des hommes, parce que les mettre dans un troisième quartier serait stigmatisant. Et enfin, elle cherche en vain le moyen de ne pas exclure quelqu'un dans les marques de civilité des courriers. Alors elle dit, il ne faut plus écrire bonjour madame et messieurs, ni toutes et toutes, parce que ce sont des formules discriminatoires. Alors est-ce qu'il faudrait dire bonjour tout le monde, mais elle considère que ce n'est pas très poli. En effet, la théorie queer pose donc des problèmes au législateur que tu viens de décrire, mais pas seulement à lui. Eh bien non, parce que Oui, c'est ça. les mouvements féministes ou LGBT, et plus largement le camp dit progressiste, la gauche, enfin, subissent les effets des théories postmodernes en général. Des sujets tels que la race, le voile, la prostitution ou encore la définition queer d'une femme pourrissent le climat dans ces milieux-là, et des pratiques violentes se développent. Christine Ledoaré a dénoncé dans son livre Fracture les violences de transactivistes, les pratiques de transactivistes au sein du mouvement LGBT, par exemple. Pour rester sur le terrain du féminisme, dans les pays anglo-saxons, les féministes radicales, mais pas seulement radicales, en fait, sont agressées depuis des années par des activistes queer ou trans. On a vu l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, être accusée de transphobie depuis qu'elle a plaisanté en 2020 dans un tweet sur un titre de journal qui mentionnait des personnes qui menstruent. Et ces polémiques donc, sont arrivées en France. En 2019, Marguerite Stern, qui est une ex-fémène, s'est retirée des collages féminicides qu'elle avait créés et que des transactivistes détournaient par des collages tels que les terres faux bûchers. Et depuis, elle est ostracisée. En 2022, on a eu aussi une polémique, une grosse polémique autour d'une affiche éditée par le planning familial qui disait que les hommes aussi peuvent être enceints. Cette affiche a, semble-t-il, été retirée des locaux du planning. Mais il y a des attaques verbales ou physiques, du harcèlement, notamment pour obliger des lieux non mixtes femmes à accepter les trans femmes, ou pour obliger des lesbiennes à coucher avec des femmes à pénis. Mais en fait, je crois que peu de personnes saisissent les enjeux importants qu'il y a derrière la transidentité. On a tendance à sourire devant la mode queer, son lexique avec les 76 identités, et il est repris jusque dans les cours de récré. Dans le même temps, le mot sexe est remplacé par genre un peu partout, et puis on voit se banaliser des formules telles que l'assignation à la naissance d'une personne ou une personne née de sexe. Et puis, il y a des anecdotes aussi qui font sourire. En 2019, il y a eu une trans femme qui a intenté un procès au Canada à l'employé d'un salon de beauté parce qu'elle refusait de l'épiler. Très récemment, en France, il y a une autre trans femme qui a voulu consulter un gynécologue et qui s'est heurté à son refus. Il a dit qu'il était incompétent à s'occuper des hommes. Et bon, ça a déclenché toute une polémique. On sourit encore quand on apprend que les services de santé
leurrés par l'identité déclarée dans les dossiers médicaux, ils envoient une convocation pour un frottis à des trans femmes ou qui ils n'invitent plus des trans hommes à un dépistage du cancer du sein. Mais en fait, il ne faut pas perdre de vue que la définition d'une femme à partir d'un ressenti, elle sert bien le système en place. Si ce n'était pas le cas, elle ne serait pas autant soutenue aujourd'hui par une bonne part de la classe politique et par les médias des élites. En entraînant une multiplication des identités et l'essor des transitions, les théories postmodernes présentent en effet un intérêt commercial et financier pour le capitalisme, mais elles aident aussi à faire oublier les inégalités sociales, particulièrement la réalité sociale des femmes qui appartiennent aux classes populaires. Dans les catégories ouvriers et employés répertoriées en France par l'INSEE, l'Institut, les femmes sont majoritaires et ces catégories ouvriers employés, elles représentent toujours la majorité de la population. Et bien plus, sont en majorité des femmes qui occupent les emplois les plus mal payés, les plus précaires, avec des temps partiels contraints, des horaires éclatés. Et enfin, la plupart des familles monoparentales, comme on les appelle, sont composées d'une femme avec enfant. Et en France, il y a une famille sur 4 qui est monoparentale. Alors, bon, les études qui portent sur les inégalités hommes-femmes, elles abondent. Il en sort chaque année à l'occasion du 8 mars particulièrement. On entend à ce moment-là les gouvernants et les médias. Les inégalités que pointent ces études, elles sont réelles. Elles existent sur de nombreux plans, hein, les salaires, l'évolution professionnelle, la représentation politique, les tâches domestiques, les violences conjugales, les attitudes sociales. Bon, ce sont des inégalités réelles. Alors que les femmes sont globalement plus diplômées que les hommes depuis des années, par exemple. Et les études, elles recensent aussi bien les facteurs qui contribuent à maintenir les inégalités. La non-mixité des métiers, leur hiérarchisation, le poids du rôle maternel sur le travail des femmes, les préjugés sexistes des employeurs, les politiques étatiques genrées, ou encore le partage inégal du patrimoine familial. En revanche, les auteurs de ces études se penchent peu sur la situation des femmes selon leur classe sociale. Or, les inégalités entre les sexes, elles ne touchent pas de la même façon toutes les femmes. Si les femmes des classes supérieures gagnent moins que les hommes des classes supérieures, elles peuvent arriver à vivre plus ou moins comme eux, en payant par exemple d'autres femmes, voire des hommes, pour effectuer les tâches ménagères ou pour s'occuper de leurs enfants. Mais la majorité des femmes, elles restent dévalorisées, contrairement à l'image des femmes conquérantes que décrivent facilement les médias avec empowerment. Dans le même temps où certaines femmes accèdent au sommet d'un État ou d'une entreprise, en France comme ailleurs, donc beaucoup d'autres continuent d'être exploitées de la pire façon. Et ainsi, pour moi, c'est un bon exemple, beaucoup de femmes des classes populaires travaillent dans le care. Et dans ce secteur économique, on range les métiers du soin, du lien, du nettoyage. Il constitue donc une sorte de prolongement du travail qui est réalisé dans la sphère privée par la plupart des femmes. Et il est en pleine expansion, étant donné notamment le vieillissement des populations. Et pourtant, les féministes postmodernes semblent trouver normal que ces métiers reviennent aux femmes. Des écoféministes leur ont tracé la voie, hein, parce que s'extasient devant les qualités naturelles des femmes que seraient le dévouement à autrui, leur empathie, etc. Mais ce discours essentialiste, en fait, il ne peut que réjouir les dirigeants politiques et économiques et renforce l'idée que les femmes doivent continuer d'être largement orientées vers ces métiers et continuer de les exercer. Et enfin, le rôle attribué aux femmes dans la sphère privée, il n'a guère été modifié. La plupart des femmes restent donc confrontées à une double journée de travail, même s'il y a une participation grandissante de certains hommes à l'élevage des enfants ou même un peu aux tâches ménagères. Donc pour apprécier la réalité des inégalités salariales ou professionnelles entre hommes et femmes dans un pays, il faut prendre en compte les classes sociales auxquelles ils appartiennent et non globaliser comme c'est trop souvent le cas. Et je ferai une parenthèse juste sur les coordinations féministes. C'est pareil, à mon avis, pour apprécier la réalité des coordinations féministes qui existent, qui sont apparues dans de nombreux pays, donc qui existent au niveau international. Je leur ai aussi consacré un chapitre dans mon livre. Je pense qu'il faut examiner leur composition sociale. Parce que la pandémie de Covid-19, elle a freiné l'essor de ces coordinations, mais elles ont toujours comme mot d'ordre commun l'appel à une grève internationale des femmes le 8 mars. Et on peut quand même faire 3 constatations à leur sujet. C'est que les coordinations les plus dynamiques, elles se trouvent en Amérique latine et centrale, où elles mobilisent bien davantage les femmes des classes populaires que celles d'Europe du Nord. Ensuite,
que les combats que mènent les coordinations les plus dynamiques, elles ont un rapport direct avec le corps et la sexualité des femmes. Ainsi, en Argentine, au Mexique, au Pérou, au Chili, enfin dans plein, et en Pologne, les femmes luttent pour le droit à disposer de leur corps par l'accès à l'avortement ou par l'arrêt des féminicides. Pour rappel, il y a 7 à 8 000 féminicides en Amérique latine contre 3 000 en Europe. Et enfin, les coordinations les plus dynamiques, elles luttent contre les institutions. Au Mexique, où les grèves féministes sont très suivies, l'État est considéré comme l'ennemi. Les femmes ne croient pas plus en lui qu'en la police ou en la justice. Et en Pologne, elles s'en prennent aussi à l'Église catholique. Bon, ça, c'est des mouvements, des coordinations extrêmement importantes dans la lutte pour les droits des femmes. Ça nous arrive, ce qui nous amène à nous demander plutôt qu'est-ce qu'on peut faire. En conclusion, comment pourrait-on lutter contre les théories postmodernes sur le genre? Je pense qu'il y a tout un travail d'information à faire sur le rôle que joue le nouveau féminisme dans le maintien de l'ordre établi. Il faut dénoncer les illusions qu'il entretient. Par exemple, l'idée qu'il pourrait exister des espaces safe dans la société pour prendre en charge les victimes. Pour moi, il faut plutôt favoriser l'autonomie des personnes, en général, des femmes, donc, non les assister, les mettre à l'abri, et il faut viser à changer la société. Et puis l'idée qu'il pourrait exister une GPA altruiste aussi. Est-ce qu'on n'a jamais vu des femmes riches prêter leur ventre à des femmes pauvres par solidarité? Je pense qu'il faut donc aussi continuer de dénoncer les rôles sociaux inculqués aux hommes et aux femmes en fonction de leur sexe. Et donc relancer la critique, la lutte contre l'éducation genrée, les jouets garçons, filles. Je pense qu'il faut défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, à vivre la sexualité de leur choix. Aucune femme n'a cédé aux menaces de qui que ce soit pour se voir imposer un rapport sexuel. Et une lesbienne n'est pas transphobe parce qu'elle refuse ce rapport, pas plus qu'on est raciste parce qu'on refuse de coucher avec quelqu'un d'une autre couleur de peau qui nous attire tout simplement pas. Et puis, je pense qu'il faut s'employer à ce que les femmes tirent fierté d'être des femmes, à ce qu'elles luttent pour la disparition de tout ce qui les dévalorise, plutôt que de chercher à fuir leur genre par une transition. Donc il faut contribuer à donner aux adolescentes une meilleure image des femmes. Il faut défendre aussi la liberté d'expression, ne pas laisser ostraciser ou amalgamer à l'extrême droite, comme c'est très souvent le cas, quiconque refuse la définition postmoderne d'une femme. Et enfin, il faut continuer de lutter à la fois contre l'oppression patriarcale et contre l'exploitation capitaliste. Les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, je pense qu'elles peuvent se réduire fortement et même disparaître parce que ça ne met pas en danger le système en place. En revanche, s'attaquer à la hiérarchie des salaires, aux inégalités sociales, vraiment, ça constitue une menace pour le système. Je Oui, vais arrêter là. oui, ça, c'est toutes des pistes très, très intéressantes et très productives. Alors, je te remercie, Vanina. Tu as éclairé notre lanterne sur bien des aspects de la lutte, de ce qu'il faut faire pour continuer à faire valoir ce droit fondé sur le sexe. Et je rappelle à l'auditoire que la vidéo sera diffusée sur YouTube et que toutes les participantes au webinaire vont recevoir par courriel le lien de la vidéo. Et on y trouve également un compte-rendu par Olivier Manseron, que nous remercions pour cet excellent travail. Et nous profitons de l'occasion pour vous inviter à signer la pétition pour stopper les tentatives d'organiser mondialement le recours à la grossesse pour autrui, qui est une des formes d'exploitation les plus cruelles des femmes. Et le lien se trouvera dans le chat. Je vous rappelle que vous pouvez aussi signer et partager la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe sur notre site, le site du WDI. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain webinaire qui sera le dimanche 3 décembre. Alors, à bientôt.